Bonjour, bienvenue dans ce point bourse du 14 novembre 2024. Alors aujourd'hui, on va faire un petit point sur quelques actions du portefeuille en suivi. On verra quelques matières premières, des chiffres macro, et puis on va commencer avec la question pour un champion du jour. C'est parti. Alors je suis une prochaine introduction sur Euronext Grow dans l'IA générative notamment. Je suis une valeur européenne. J'ai notamment des contacts avec Orange Business et Hewlett Packard. Je vise principalement l'Europe, mais aussi le Moyen-Orient pour me développer. Et mon action devrait être cotée autour de 10,35 € à l'introduction, qui sera disponible donc à partir du 26 novembre. Avant, c'est pour participer à l'IPO. Je suis. Alors évidemment, on n'a pas de graphe parce que c'est pas encore coté. C'est Lighton. Light, la lumière, on. Donc c'est une des rares introductions, parce qu'on a vu que enfin, il y en a toujours, mais il y en a beaucoup moins qu'avant des introductions, notamment sur Euronext. Ça peut être intéressant, c'est un secteur porteur aussi, c'est l'IA générative. Le petit souci, c'est que c'est en Europe et qu'il va falloir concurrencer un peu les gros leaders américains qui ont pas mal d'avance notamment. Et elle espère lever environ 10 millions d'euros, voire plus. Ça reste une petite IPO, une petite valeur dans un secteur avec des monstres. Alors, ça ne veut pas dire non plus qu'elle va se planter. Il y a pas mal d'analystes qui sont plutôt à l'achat, notamment pour jouer l'IPO et l'ouverture. On verra après ce que ce sera les prochains mois, mais c'est peut-être quelque chose à jouer. Donc il y a du bon et du moins bon, hein. Le fait qu'on ait quand même un secteur ultra concurrentiel, mais qui est porteur actuellement, est-ce qu'on pourrait avoir au moins un bon démarrage sur cette valeur-là? Bah peut-être, hein, ce sera à suivre. Et comme d'habitude, avant de commencer, je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse est risqué, vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Aujourd'hui, les chiffres, notamment aux États-Unis, sur le chômage sont revenus comme attendu, donc pas véritablement de changement. On avait également des chiffres, hein, sur l'IPC en Espagne qui revient à 8 en annuel, et la production industrielle ou l'emploi en Europe qui est revenu pareil, hein, dans ce qu'on attendait. On a une petite baisse de la production industrielle, et puis l'emploi est revenu plutôt correct, hein. On va regarder les matières premières, notamment le Brent. Alors on a parlé du Brent avec la baisse de la demande dernièrement, la production qui a aussi un peu baissé, hein, ou du moins on n'a pas augmenté comme prévu la production. Alors on est dans le bas de la figure, mais dans le bas de la figure plutôt court terme, parce que si on dézoome, on voit qu'on est toujours ici sur au-dessus des 70. C'est des niveaux, alors on avait la médiane autour des 80, hein, c'est des niveaux toujours plutôt hauts, et un pétrole cher. Alors il y a toujours ce manque de relance de la Chine qui empêche le pétrole et la demande de repartir vers l'eau, mais on voit qu'on est quand même sur des niveaux relativement corrects, et il n'y a pas encore eu cette cassure, hein, cette fameuse cassure des 70 qu'on a un peu cassé notamment ici fin 2023, et on est reparti vite après. Donc pour moi, le pétrole n'a pas encore donné des signes de grosses baisses. Le cuivre qui rend un peu tout, mais c'est toujours la même chose avec la Chine et son éventuelle reprise qui tarde un peu. On a une mèche basse et puis une réaction ici sur support autour du niveau de janvier 2024. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Ça confirmerait peut-être le vrai support du cuivre, qui attend une relance de la Chine pour véritablement repartir. Mais a priori, c'est des niveaux qui devraient être défendus, et ça va être difficile d'aller en deçà. Le palladium qui rebaisse, ça redevient intéressant parce qu'on est allé chercher la résistance. On revient sur les niveaux 0, et puis là on commence à aplatir un peu la courbe. Donc pour jouer le palladium, c'est pareil. Je pense que les prochains jours, ça va être intéressant pour jouer ou rejouer ou recharger le palladium, toujours dans une optique moyen-long terme, mais à court terme, on aura une opportunité certainement. Et puis l'or aussi qui commence à infléchir sa baisse. On gagne 0,2 aujourd'hui, on fait une mèche basse, et l'argent aussi qui revient sur des niveaux, on les avait notés, hein, ces niveaux-là avec l'oblique blanche hier ou avant-hier. Pareil, dans le moyen terme, c'est plutôt favorable, hein, sur l'argent. Alors avant de faire les valeurs du portefeuille, on va faire rapidement les quelques valeurs abonnées, sinon je vais oublier. Atos, il y a une dette qui est énorme, hein, c'est déjà pour ça que ça baissait depuis des années, on n'arrive pas à s'en sortir. Alors il y aura peut-être une nationalisation, notamment sur les secteurs un peu sensibles,
notamment en relation avec le nucléaire. Mais a priori, hein, c'est toujours catastrophique. On continue de faire appel au marché, on continue de diluer les actionnaires. Donc, à moins de vouloir jouer des petits rebonds très compliqués à jouer sur du court terme, comme ça a été le cas dernièrement, c'est vraiment une valeur à oublier. Alors, il y a Alstom qui a bien monté, eux, ils ont plutôt réussi leur reprise, mais ils n'avaient pas une dette aussi énorme qu'Atos. Mais Atos, pour le moment, on le voit, hein, sous les 1 euro, c'est un encéphalogramme plat, et puis là, ça continue d'enfoncer. Hein, on est à 0,18. Et tout le monde vend, tout le monde se fait diluer. Alors, une fois peut-être que le processus sera terminé, qu'on aura fini les AK, le cours va peut-être commencer à remonter, mais on en reparlera. Mais évidemment que quand on a ce genre de graphe, et puis cette dette importante, et puis ces dilutions, il faut pas y aller. Et Lili, elle est sur les niveaux qu'on attendait, c'est-à-dire, on en avait parlé ici avec le double échec sur la résistance à 964. On est allé combler le gap. Alors, entre-temps, on fait un autre gap baissier, ça c'est un peu moins bien, mais on comble le gap, et puis on travaille la moyenne à 200. Donc là, c'est vraiment les niveaux, hein, 785, 799, 824, qui sont travaillés. On va le décaler un peu. Et pour l'instant, on va pas jouer à pile ou face, parce que si ça casse vers le bas, on aura certainement une grosse conso sur Eli Lilly. Ça peut repartir aussi vers le haut, mais là, on est vraiment dans la zone qui nous intéresse. Donc, observation. On a une petit échec sur un moyen à 200 qui est jamais anodin, surtout quand on a fait un gap baissier juste avant. On sait qu'il y a de la concurrence, hein, sur le secteur des sémaglutides pour le traitement anti-obésité. Lilly, elle n'a pas que ça, elle a aussi des thérapies, hein, contre le cancer, mais pour l'instant, c'est trop tôt, hein, pour y voir quelque chose. Et QT Group, pareil, gap baissier, on évite, hein. C'est un signal. Alors, soit si on a des réactions le lendemain, des fois ça peut être racheté parce que c'est quelque chose d'exagéré dans le marché, mais là on a le gap baissier, puis derrière on continue. Non, évidemment. Il faut. Alors, on a ces niveaux-là, hein, on le voit bien ici, hop, qui sont travaillés, qui sont rachetés. C'était l'ancienne zone de gap du mois de février. Mais là aussi, c'est trop tôt pour éventuellement jouer un rebond, sauf si on a des nouvelles et puis éventuellement un gros chandelier, une belle reprise, des résultats qui nous font exploser. Mais là, on vient de baisser il y a quelques jours seulement, donc c'est plutôt négatif, plutôt à éviter, hein, les rebonds comme ça sur ces valeurs-là. Ça arrive relativement rarement. Ça continue plutôt à baisser. Et puis, on va regarder quelques valeurs intéressantes qui, pour moi, méritent d'être achetées maintenant ou il y a quelques jours ou dans quelques jours. Mais c'est des valeurs plutôt solides, je pense. On a 2 CRSI, hein, qui a déjà cassé ici son oblique de correction et puis qui est en train de travailler toute cette zone-là autour des moyennes, toutes les moyennes qui sont rassemblées. Il y a eu des volumes dernièrement, donc c'est dans le secteur informatique, notamment les serveurs. Pour moi, c'est une petite valeur, mais c'est vraiment une valeur décotée avec un gros potentiel. On va regarder aussi GTT. Bon, je vous en parle souvent. Pourquoi GTT et pourquoi c'est toujours intéressant d'acheter ce genre de valeurs? Parce que ça fait partie des valeurs qui ont un avantage technologique par rapport aux autres. Ils sont leaders dans leur domaine. Ils ont des technologies plus intéressantes que d'autres, notamment dans les méthaniers, hein, dans les cuves de méthaniers pour GTT et le transport de gaz. On en a d'autres dans les technologies, qu'on en parle souvent. Le fait d'avoir comme ça cette avancée, ça permet souvent d'avoir du pricing power, de mettre un peu les prix élevés et les clients suivent parce que s'ils veulent la qualité, s'ils veulent le top dans leur secteur, ils sont obligés de passer par eux. Et GTT, ils en font partie. Donc oui, on en a parlé depuis ici, hein, depuis le mois d'octobre, mais même avant, avec le désengagement de Peugeot Invest qui s'était fait, je sais plus où, je crois que c'était par là, hein, au 31 juillet, je crois, cet été. Largement positif, hein, sur GTT, évidemment, ça s'achète pour moi. Hafner Energy, on n'est pas loin, on le voit, hein, ce canal baissier, et généralement quand ça part vite. On est revenu en territoire négatif, on vient d'avoir l'inversion de tendance, c'est quelque chose qu'on peut jouer. Alors spéculatif, petite ligne, mais Hafner Energy, ça peut péter, et puis quand ça pète, on le voit, boum. 50% éventuellement, voire plus, hein, sur ce qu'elle a fait dernièrement, on peut viser peut-être une zone ici, 100%. Donc à surveiller, mais moi j'aime bien ce genre de
de spécu parce qu'on est déjà quand même dans un sort de retournement avec des hausses qui se répètent à chaque fois, des volumes, et ça s'achète. Évidemment, Hermès. Hermès, bon, rien à dire, mais on voit qu'il y a un léger rebond. On va pas trop combler le gap pour le moment. On a quasiment comblé le gap baissier. Il manque, je crois, il manque 1 euro peut-être. Toujours positif à moyen terme, même si la Chine pèse un peu sur les valeurs du luxe, mais on voit qu'il y a Kering aujourd'hui qui a bien progressé. On va faire le CAC 40 à la fin, mais pour moi c'est toujours positif, même si le timing très court terme est pas favorable au luxe, hein. On le rappelle, notamment avec la Chine qui peine à redémarrer, mais pour moi ça a été trop décoté, Hermès, et ils ont un avantage aussi par rapport aux autres, ils ont une dynamique intéressante, donc favorable. Imerys aussi, dans le secteur de la construction, et pas seulement, ils ont aussi les débouchés sur le secteur de la santé, avec les minerais qu'ils extraient, dont on a besoin notamment pour divers procédés dans le secteur santé. Excellent, parce qu'on a parlé, hein, depuis un moment avec la cassure ici et la sortie au niveau du 17 septembre environ. On avait parlé un peu plus en détail, hein, sur Imerys, c'était à la rentrée, et on avait parlé de toutes ses capacités, notamment hors construction aussi. Pourquoi c'était intéressant, ces capacités géographiques qui sont un peu partout dans le monde, qui n'est pas dépendante uniquement d'un secteur. Et on a eu cette poussée en quelques jours, ce rebond technique qui nous intéresse et qui est allé au-dessus de la moyenne à 200, qui est toujours plutôt ascendante. Là, on revient. On a eu la période un peu de congestion, d'accumulation. Pour moi, oui, là aussi, et les volumes, hein, tout est favorable sur Imerys. Il nous manque plus que le petit détonateur construction qui devrait, mais qu'on a déjà, hein, presque, hein. On n'a pas des gros signaux, on les aura avec la Chine, mais sur beaucoup de secteurs, on sent que le point bas a été atteint et on anticipe peut-être le premier trimestre 2025. Donc pour moi, Imerys aussi, ça fait partie des valeurs à acheter. Marathon Digital, on l'avait dit à court terme, hein, le fait qu'elle ait augmenté ses capacités de minage notamment, ça allait la pénaliser, mais dans le moyen terme, ça redeviendra intéressant. Donc je pense qu'à court terme ici, on va peut-être aller combler le gap et perdre un peu tout ce qu'on a pris, mais ça restera une valeur intéressante dans l'économie crypto, hein, donc plutôt à suivre, mais sur le moyen terme. Microsoft, on est dans la zone d'achat, on avait parlé ici, cette première zone d'anticipation, mais avec le gap baissier qui était trop sévère. Là, ça remonte. Pour moi, ça s'achète aussi. Et pour les plus prudents, on attend quoi? On attend cette zone-là, hop, au-dessus de l'oblique de correction, autour des 433, au-dessus des 429, hein, c'est l'ancienne résistance. Et puis, on a le gap à 432. Mais pour moi, il y va tout droit, Microsoft. Donc là aussi, hein, une grosse valeur US à avoir. Et j'ai oublié aussi... Rexel qui est sorti aussi de sa période ici de congestion, hein, post-gap, avec une grosse période d'accumulation entre le 16 septembre et le 4 novembre. On repart vers le haut. Alors ça tient pas, mais on est toujours... ce qui nous intéresse, c'est les plus bas et ce qui est rang. Et à chaque fois, ce qui est rang, c'est toujours plutôt de plus en plus haut. Donc là aussi, on a une belle dynamique. On a une tendance haussière. On est dans le canal haussier de long terme sur Excel. C'est l'électrification. Elle aussi, ce sera porté en plus par la construction quand ça va revenir. Donc on voit qu'on a déjà une construction un peu moyenne et que le cours s'en sort plutôt bien. Donc imaginez quand le secteur Chine et le secteur construction va exploser, bah, on aura besoin d'électrification et on aura besoin de Rexel notamment. Donc là aussi plutôt largement favorable. Ruby, alors c'est rebond technique, hein, Ruby, on le dit, c'est risqué, même si je trouve qu'elle est extrêmement décotée, mais pour l'instant le marché la valorise pas, donc c'est un peu risqué de vouloir rentrer tout de suite. Ça se tente éventuellement ici, hein, sur les 21,5 proches d'un support. Mais ça peut durer des mois, donc je pense qu'elle, dans quelques mois, quelques mois ou quelques trimestres, elle devrait quand même retrouver les 26 et plus. Mais pour le moment, je pense qu'il faut attendre quand même que le marché le valide. Et pour l'instant, c'est pas le cas. Donc on évite d'aller contre le marché. Tesla qui commence enfin à baisser. L'élection de Trump qui a fait son œuvre. Et on va revenir à la moyenne. Et c'est ce qui va se passer après, hein, qui sera intéressant notamment.
ce retour à la moyenne. Et donc, on en avait dit ici, on ne dépasserait pas les 384, et c'est ce qu'elle a fait, hein, elle s'est arrêtée à 359. Ça ne veut pas dire qu'elle ne va pas y retourner rapidement. Ce qu'il faudra maintenant regarder, c'est la force du pullback. Qu'est-ce qu'on rend? Est-ce qu'on rend tout pour aller combler le gap? Est-ce qu'on rend la moitié? C'est cette force-là qui va nous indiquer un peu l'objectif de Tesla et la capacité qu'elle va avoir à continuer sur l'élection de Trump. Et puis on va finir avec la bonne nouvelle du jour quand même, c'est Walt Disney. Alors c'est un peu vendu en cours de séance, mais on fait un gros gap baissier. Elle a donné des bons chiffres, hein. Moi j'étais sur Walt Disney, j'avais renforcé il n'y a pas longtemps. On en avait parlé notamment avec les membres, hein, sur, je crois que c'était à la rentrée ici. J'avais renforcé après. Walt Disney très favorable. Et j'étais rentré où? Sur les 96. Alors c'était en plusieurs fois. Et là on est que à plus 13%. On voit qu'on a fait un petit échec, mais on a comblé le gap. C'est ça qui est important. Le niveau des 113, il est comblé. Ici, donc il n'y a plus de gap. On fait un échec et maintenant on va travailler. On va travailler toute cette zone-là. Elle avait déjà fait un petit gap haussier, donc des signaux super intéressants, des volumes aussi. Walt Disney qui avait été un peu trop décoté aussi, parce que ça marchait plutôt bien. On a à la fois les parcs et surtout le streaming qui commence à devenir rentable. Et c'est quelque chose qui peut porter vraiment Walt Disney vers les plus hauts à nouveau. Sans compter les films. Donc oui, on a du retournement, je pense, et l'objectif prochain, c'est de retrouver, hein, les 125, voire plus, hein, sur Walt Disney. Parce que là, tout est en train de se remettre en place sur la valeur qui avait trop décoté, qui avait tout perdu, hein, ce qu'elle avait gagné. On avait déjà fait un petit aller-retour ici fin d'année dernière. Et donc là, on a la confirmation. Donc on reste évidemment sur Walt Disney, et puis on va voir ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, des valeurs aussi que vous voulez qu'on analyse, mettez-les en commentaire. Et votre avis également sur la bourse, j'y répondrai. Bon trade, à plus.